Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast. Aujourd'hui, nous faisons de l'histoire et nous allons nous arrêter à la période juste après la Première Guerre mondiale où l'histoire qu'on connaissait au 19e siècle, une histoire un petit peu nationaliste, va prendre du plomb dans l'aile et des intellectuels vont s'intéresser à faire de l'histoire autrement. Certes, c'est la grande époque de Marc Bloch et de Lucien Febvre qui vont occuper une grande place dans cette vidéo, mais nous regarderons aussi qu'il n'y a pas que dans le magnifique monde de la science historique. Alors, chose très importante, c'est qu'il y a une nouvelle histoire dans les années 1920-1930. Beaucoup de choses vont être réinventées dans ces années-là, en histoire, en politique, en sciences, enfin voilà. On évite de trop parler d'école historique, surtout pour les Annales, qui est une revue qui n'est pas une école. Alors dans l'histoire, à cette époque-là, il n'y a pas que Marc Bloch et Lucien Febvre. Il y a une véritable mythologie, une véritable légende qui circule et qui est continuée par les successeurs de Marc Bloch et de Lucien Febvre, surtout parmi Braudel. Et il ne faut pas oublier aussi Marc Bloch, historien exemplaire, qui est quand même mort, fusillé par les nazis. Le mec était un résistant, un intellectuel, et il est mort en martyr pour la nation. C'est badass. C'est vraiment badass. C'est pas le mec qui va aller faire 3-4 tweets sur Twitter pour dire qu'il n'est pas content. Non, là, c'est vraiment un engagement physique. Donc, entre nos deux compères, il y a 10 ans d'écart. Ils sont pas totalement contemporains, et à des moments de leurs études permet des divergences, que l'on a bien vu quand leur correspondance a été publié. Donc, Lucien Febvre est né en 1878 et Marc Bloch en 1886. Pour ce qui est de leur parcours, il y a des éléments assez proches. Les deux ont fait Normal Sup. Marc Bloch est le fils de Gustave, qui a une chaire en histoire de grec. Les deux ont l'agrégation. Febvre en 1902 et Marc Bloch en 1908. Mais là, il y a une différence. Lucien Febvre fait sa thèse avant la guerre, Philippe II et la Franche-Comté, qui comprend un intérêt pour... un intérêt assez important parce qu'il a mélangé un peu histoire et géographie. Et on comprend aussi son intérêt pour la thèse de Fernand Braudel quelques années plus tard. Il va travailler à Dijon, oui, dans une chaire de moderne. Il va travailler aussi sur l'histoire de la région à partir de 1912, mais il est appelé à la guerre, donc ça casse un petit peu les projets, comme on dit. Marc Bloch, lui, va en Allemagne, de 1908 à 1909. C'est un séjour d'études pour s'imprégner des séminaires allemands. Il revient, il est prof de lycée le temps qu'il écrit sa thèse. Le problème, c'est que la guerre va l'empêcher de défendre sa thèse. Donc les deux vont faire la guerre. Marc Bloch commence sergent, finit capitaine. Autre chose qui rajoute un petit peu au côté badass, le mec a fait 2 guerres. Voilà quoi, c'est badass. Et là, les deux destins vont se croiser à Strasbourg, qui redevient français. Alors là, les Allemands, ils n'ont pas été bêtes quand ils ont récupéré l'Alsace-Lorraine. Ils ont fait... Mais attends, on va monter une université à Strasbourg. Une grosse université pour bien leur mettre la seum aux Français. Donc, il y a une bonne université. Maintenant qu'elle redevient française, il faut savoir s'en occuper. Donc, ils vont pas s'embêter la France. Ils vont envoyer la fine fleur de l'histoire. Marc Bloch va s'occuper de la médiévale, Lucien Febvre de la moderne. Et le gouvernement met en place une procédure pour autoriser les chercheurs à devenir docteurs. Marc Bloch en bénéficie et défend sa thèse en 1920. Enfin, il défend qu'un seul chapitre sur les serfs et s'occupe du monde rural. Febvre et Bloch se rencontrent en 1919 et la période strasbourgeoise est extrêmement féconde. Alors, je vais vous parler un petit peu des idées qu'il porte. Alors, Lucien Febvre a une grande passion qui vont lui faire une publication, c'est le rapport histoire-géographie. Il ne faut pas oublier que dans les années 20, la géographie est au top. On a encore toute la génération qui a suivi Vidal de la Blache. On a vraiment une période où la géo est en pleine bourre. Le renouveau de l'histoire passe par le dialogue avec la géographie en plein essor, avec des publications en rapport avec les deux thèmes. Et il y a un toile de fond, c'est qu'en Allemagne, on pense déterminisme. On pense que le milieu a une influence sur l'homme, mais pas l'inverse. Febvre, lui, pense que le milieu influence l'homme et inversement. C'est ce qu'on appelle le possibilisme. L'homme n'est pas esclave du milieu. En effet, pour les Allemands, la nature, le milieu, ils te disent ce que tu peux faire. Pour Lucien Febvre, c'est plus des nuances. On a les deux, ce qui est le plus proche de la réalité. En effet, le milieu influence. On ne vit pas pareil si on a un Inuit ou si on vit dans la forêt congolaise. Mais l'homme peut s'adapter.
On l'a bien vu, l'homme a colonisé à peu près tout ce qui peut exister comme terre dans le monde. Donc, j'en étais où? Oui, toujours concernant cette passion pour la géographie, 1922, il va sortir un livre, La Terre et l'évolution humaine, ou l'évolution de l'homme. C'est le problème des abréviations, c'est plus si c'est homme ou humain. Hein. On a un signe pour les deux mots, ça peut poser problème. Le tome 1 d'une collection dirigée par Henri Baird, L'évolution de l'humanité, hein, qui est un animateur de revue et un lieu d'accueil neuf entre les deux guerres mondiales. Hein. 1935, Lucien Febvre sortira un livre avec le géographe de Mangeon sur le Rhin, où le géographe va s'occuper du côté géographique et l'historien de la partie historique. Eh oui, ça, chacun a son domaine. Et c'est très intéressant parce que le Rhin n'est pas qu'un fleuve, le Rhin est aussi une histoire. Mais le Rhin n'est pas qu'une histoire, elle est aussi un milieu. L'autre grande passion, ça va être 1928, Un destin de Martin Luther. Febvre travaille sur la société du XVIe siècle, l'histoire religieuse, en examinant une figure. Le problème de fond, le rapport individu-société-histoire. On ne néglige pas l'individu, mais il ne faut pas que ce soit de la biographie. Hein. Eh oui, parce que c'est bien beau de faire des biographies, de dire « Ah, il est né telle date, ah, il a fait ci, il a fait ça ». Très bien, mais il n'était pas tout seul sur Terre. Il a côtoyé d'autres êtres humains. Quel a été son impact sur la société ? C'est ça qu'il faut faire. Hein. Parce que c'est pour pomper une énième biographie sur un mec où on connaît toute sa vie. Hein. Ben non, c'est pas intéressant. Mais son rapport avec la société, là on évolue. Là on regarde son impact. Là on regarde vraiment, là on fait vraiment de l'histoire. Hein. Autrement, c'est une liste d'événements. Donc il va rester à Strasbourg jusqu'en 1933 où il va être élu au Collège de France. Le Collège de France, c'est le sommet en gros de la pyramide universitaire en France. C'est the place to be. C'est quand tu es au Collège de France, tu es au sommet. Hein. Tu es le roi de la jungle. Alors, Marc Bloch, lui, sera à Strasbourg de 1919 à 1936. Deux directions sur son contenu vont dériver de sa thèse sur le sevrage en Île-de-France. 1924, livre Les rois thaumaturges. Une étude sur la croyance médiévale, mais aussi l'Ancien Régime, sur le pouvoir de guérison attribué aux rois de France et de Grande-Bretagne. Très commun, pouvoir royal. Le pouvoir royal, c'est énorme. Reste du livre, important, pas sur la monarchie, mais la croyance. Pourquoi et comment les sujets vont croire en ce pouvoir du roi? Qu'est-ce que le pouvoir thaumaturge? En gros, il y a une maladie qui s'appelle les écrouelles. En gros, tu as des plaques sur la tronche. Le roi te touche, les plaques disparaissent, ça va mieux. Donc, oui, les plaques disparaissent. C'est pas du bullshit, c'est pas du fake news. Non, non. C'est simplement que la maladie, c'est comme la chanson de Claude François. Ça s'en va et ça revient. Hein, et c'est fait de petits riens. Et donc, peut-être effet placebo, effet psychologique, l'émotion... On sait pas, les plaques disparaissent. Ah, peut-être qu'ils ont touché des gars, ça n'a pas marché, mais bon, on n'a que les témoignages de quand ça marche. Et donc, c'est très intéressant de regarder comment les gens croient. C'est énorme, c'est très important, c'est un aspect historique extrêmement important, la croyance. Qu'est-ce que les hommes croient, qu'est-ce que les hommes ne croient pas? Alors, c'est un peu unique, hein, parce que c'est de l'histoire de la mentalité, donc je vais faire une vidéo spéciale. 1931, caractères originaux, une histoire rurale française, une grande synthèse au cœur des problématiques de Marc Bloch, les campagnes, le terroir, l'exploitation économique. Hein. Une histoire rétrospective, pas dans un sens classique, hein, comme on fait d'hier à aujourd'hui, mais de aujourd'hui et hier. L'analyse de territoires ruraux, comment le plan d'un territoire est fait. On manque de données, sauf à Cluny avec les chartes, après analyse on fait un dessin. Mais là, la forme, la superficie des parcelles, ce sont des données clés qu'on n'a pas, mais qui seraient essentielles pour comprendre le fonctionnement des campagnes. Et on n'a pas de cadavre jusqu'à Napoléon Ier. Qu'à ça tienne, Marc Bloch va travailler sur le cadavre de Napoléon Ier au XIXe siècle, car il a fort raison de penser que les remembrements sont rares. Donc, avec précaution, on peut utiliser les documents du XIXe siècle pour le Moyen-Âge. Hein. Et oui, les grands remembrements qu'on a connus, c'est 1960. Avant, il n'y avait pas... Le foncier n'a pas trop bougé au fil des siècles. C'est une révolution. Parce que pour Seignebos, la génération d'avant, pas de documents, on ne parle pas. Il ouvre des voies. Marc Bloch parle de faciès, des parcelles médiévales. Il veut déjà utiliser l'aviation et la photo.
Très important la photo aérienne, parce qu'avec la photo aérienne, tu peux regarder à peu près les formes, les couleurs et faire toute une analyse. Bon, il n'y a pas encore la photo couleur, mais dès qu'on aura la photo couleur, je vous raconte pas, tu prends photo d'une parcelle, tu peux savoir énormément de choses. Donc, Marc Bloch va quitter Strasbourg en 1936 quand il va être élu à la Sorbonne. Il va essuyer un refus de rentrer au Collège de France. Il va obtenir une chaire en histoire économique et sociale. Et il va littéralement succéder au père de l'histoire économique et sociale française, Henri Auxerre, qui avait travaillé à Dijon, et qui avait travaillé sous le XVIe siècle au départ, sur la réforme, puis l'économie, avec un dialogue avec les économistes. Donc, maintenant, on va parler de la phase qui va de 1919 à 1930, parce que ces historiens, Marc Bloch et Lucien Febvre, ne sont pas seuls. Ils sont dans un milieu universitaire, en concurrence avec la science allemande, qui va un peu influencer aussi l'histoire des annales. Ils vont s'intéresser à l'histoire psychologique. Il ne faut pas oublier que la psychologie est détenue par Charles Blondel, une psychologie fondée sur l'analyse des individus, une psychologie collective. Il va faire un livre, Introduction à la psychologie collective en 1928. Marc Bloch va étudier l'histoire des mentalités, comme je vous l'ai dit. Et pour lui, comment faire une histoire de la mentalité si on ne parle pas aux psychologues? Ça ne sert à rien. Donc la question psychologique, historique, l'homme d'hier, on a besoin d'interlocuteurs pour comprendre ça. Donc avec Blondel, ils vont travailler... l'histoire des sociétés, pour eux, est impossible sans sociologue. Donc, ils ont une chance, parce qu'à Strasbourg, il y a une chaire de sociologie, la seule en France pour l'époque, alors que la sociologie est extrêmement développée en Allemagne, et elle est tenue par Maurice Halbwach, auteur des cadres sociologiques de la mémoire en 1925. Là encore, au cœur du dialogue avec l'histoire, une mémoire individuelle et collective. On va aussi travailler l'histoire du droit, 1926-1931. La chaire va être détenue par Lebras, une grande carrière et passionné par le rapport droit-sociologie, objet social au cœur des questions. Faut pas oublier un truc très important, ces chercheurs, tous ces intellectuels travaillent ensemble. C'est pas comme aujourd'hui, on a des profs qui viennent de Paris, qui vont faire un petit tour en province pour se donner bonne conscience ou parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, là, ils vivent à Strasbourg. Il n'y a pas le TGV, la route n'est pas développée, la voiture, c'est pas comme aujourd'hui. Voilà. Donc le samedi, ils se réunissent, ils travaillent ensemble, ils discutent et tout ça. Ça parle plusieurs langues, ça échange, ça discute, ça lit. C'est un véritable chaudron intellectuel. De ce chaudron, en 1929, va naître les annales de l'histoire économique et sociale. C'est pas nouveau, ça existe déjà en Allemagne, mais c'est nouveau pour la France. Ils l'ont pas appelé revue parce que le marché est saturé. Il y a la revue historique, il y a plein d'autres revues qui s'appellent déjà revues. Donc voilà. Et annales, ça fait référence à années de sociologie de Durkheim, qui a été une influence. Et le mot société est mis en avant parce que c'est plus englobant que économie. L'économie fait partie de la société, pas l'inverse. Et Lucien Febvre aime bien ce mot, c'est pas muraille. Société, tu peux mettre tout dedans. Ça peut être un beau melting pot et t'assurer une certaine, une certaine largeur. C'est pour ça que moi j'ai appelé ma chaîne Science H, parce que pas de mot muraille. Tu peux mettre des choses. J'étais trop limité par l'histoire. Si je voulais parler d'autre chose, ça aurait été compliqué. Donc, il y a 3 types de publications dans cette revue de 1929 à 1939. Des études historiques, promotion de l'histoire à problème. Pas l'histoire récit, mais l'histoire à problème. On n'est pas hostile, mais il n'y a pas d'intérêt à l'histoire récit pour l'époque. Par exemple, on va traiter la seigneurie française et les manoirs anglais, avec la problématique de la féodalité. C'est une histoire problème. On pose un problème, on problématise. Il y a aussi des études du monde contemporain, avec des articles économiques sur le New Deal, les crises. Il y en a eu dans les années 30, des problèmes entre l'URSS, les nazis, la crise économique. Faire de l'histoire ouvre aux problèmes contemporains, et ce qui prend le plus de place, des comptes rendus d'analyse de livres. Un mot d'ordre, interdisciplinarité. Ça se voit dans le comité de rédaction, représenté avec beaucoup de sciences. Il y a beaucoup de sciences qui sont dans ce comité de rédaction. Il y a par exemple Henri Pirenne, un Belge qui parle d'histoire urbaine, le premier à tenter une histoire économique et sociale au Moyen-Âge. Grand-père de l'histoire économique et sociale.
Donc voilà, on a cette revue qui est née, qui est multidisciplinaire, mais ils ne sont pas les seuls à faire de l'histoire à cette époque-là, et je vais vous donner quelques exemples qui vont nous permettre de nuancer mes propos que je viens de faire. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Le premier, Louis Alphen, qui a fait un livre sur Charlemagne et l'Empire carolingien, un historien classique formé à l'école des Chartes, major de sa promotion, professeur à la Sorbonne en 1904, qui va littéralement, au contact de ses étudiants et du monde intellectuel, voir l'évolution de l'histoire. Le déclin de l'histoire politique ou constitutionnelle, comme ça qu'on appelle l'histoire politique en Grande-Bretagne. Et il va faire diverses publications, il va montrer que l'histoire militaire laisse place à l'histoire sociale, que le but de l'histoire, c'est pas la description, mais plus l'explication, véritablement une histoire à problème sous la plume d'un ancien. Exemple numéro 2, Henri C., historien qui écrit en 1928 que l'historien doit éviter l'abus de réduction et plus faire des comparaisons et des hypothèses. Faut arrêter de se poser des questions ou se bouffer de la chronologie, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas intelligent. Il reprend des idées, il a les mêmes idées que Marc Bloch. L'exemple numéro 3, Bouglet, 1930, qui va constater qu'on est passé d'une histoire à la tiers, une histoire chiante, que des institutions, à la Fustel de Coulanges. Un peu plus complexe, car le personnage Fustel de Coulanges est un historien extrêmement complexe, mais qui va travailler sur l'histoire à problème. Dès le 19e siècle, on avait cette idée d'histoire à problème. Mais cette histoire à problème va triompher. Mais dans aucun cas des 3 exemples, il fait référence aux annales. Même si les annales vont triompher sur le terrain historique, ils vont produire de très grandes figures. Ces grandes figures vont se charger de créer une véritable légende blanche autour de ces auteurs. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toute l'inspiration avec Durkheim, qui s'était combattu pour imposer la sociologie. Lucien Febvre, lui, va combattre pour imposer sa vision de l'histoire. Et donc voilà, l'histoire française sera marquée par l'histoire des annales, qui va un petit peu phagocyter tout ce qu'il y a autour. Une sorte de méga monstre, un peu glouton, qui va manger un peu tout ce qu'il y a autour dans l'histoire. Alors, avant de conclure mes propos, je vais vous parler de quelques œuvres. Donc, Lucien Febvre, La Terre et l'évolution humaine en 1922. Toujours Lucien Febvre, Le Rhin, avec Demangeot. Et Un destin, Martin Luther, en 1930. Marc Bloch, lui, sortira les livres Les Rois thaumaturges en 1931. Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Charles Blondel, Introduction à la psychologie collective. Maurice Halbwach, Les cadres sociologiques de la mémoire. Henri Pirenne, La ville au Moyen-Âge, Essai d'histoire économique et sociale. Louis Alphen, Charlemagne et l'Empire carolingien. Donc maintenant, je vais conclure ma vidéo par un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire. Donc après la Première Guerre mondiale, nous avons des historiens qui se sont penchés sur la question historique et qui ont un peu refondé un peu la discipline. Les plus connus sont Marc Bloch et Lucien Febvre, car ils ont travaillé ensemble dans un milieu intellectuel extrêmement fertile qui leur a permis de créer la revue Les Annales de l'histoire économique et sociale. Mais ils ne sont pas les seuls. Cette histoire, en général, fait la promotion de l'histoire à problème. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, faire de la pub pour la chaîne. Ça fait plaisir. Ciao!